C'est bientôt Noël, les jouets sont en fête à la grande joie des enfants. Quel cadeau acheter aux tout petits? Quels sont les critères de choix? Nous aurons une idée là-dessus dans ce journal. À Paris, une sœur accueille des migrantes et leurs bébés qui viennent reprendre des forces et une attention particulière est apportée aux femmes qui tentent d'oublier avec leur bébé un parcours difficile et un quotidien précaire. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. C'est la ruée vers les jouets à 3 jours de la fête de Noël. Les enfants ont déjà une idée sur le jouet qu'ils souhaitent avoir. Les parents, eux, en tout cas, certains parents tablent sur des critères pour acheter un cadeau à leur bout de chou. Quel cadeau acheter donc aux enfants? Quels sont les critères de choix? Rosemonde Kini et Paraga Sorokone nous donnent un aperçu de ces critères dans ce reportage. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Dernière ligne droite pour les parents pour l'achat des cadeaux de Noël. Au grand marché d'Agamé, difficile en cette période de s'effrayer un passage, même à l'entrée des supermarchés. Diane Aka, mère de 2 enfants, est venue acheter des cadeaux accompagnée de sa fille cadette, Déborah, qui a bien voulu être présente pour faire son choix. Je suis venue à un moment pour choisir une tablette qui est bonne, parce que je ne veux pas qu'on paye une tablette que moi je ne veux pas. Si elle allait choisir ce que moi je ne veux pas. Donc moi, il y a une tablette que moi j'aime bien. La tablette, je peux jouer avec, je peux télécharger du dictionnaire pour apprendre et puis je peux m'amuser avec. C'est pour la petite, on prend le vélo et puis elle veut une tablette. Donc on va aller faire les voisins, les enfants des voisins, tout le monde a un vélo. Donc elle aime bien monter sur les vélos. On a décidé de prendre un vélo. Quant au petit Fouabi, il a trouvé son cadeau pour la Noël, une grosse voiture. Bon, il a 1 an. Bon, c'est un cadeau qui va le distraire, qui va lui permettre de s'amuser. La compétition sur le marché des jouets en cette période de fête a fait baisser leur prix. Oh oui, ça va. Bah, j'ai l'habitude de faire des achats ici avec des remises, donc moi, ça va. J'ai eu ce que je voulais. Bon, c'est abordable. Le gérant du supermarché, lui, se frotte les mains. Nous sommes très heureux que les clients ils sont beaucoup aujourd'hui, comme les fêtes dans 2 jours. Et on a tous les jouets, les voitures, télécommandées, sapins, poupées. Le choix des cadeaux. Pour les parents, il est important d'acheter des jouets éducatifs. Des cadeaux éducatifs qui peuvent permettre à l'enfant de s'instruire, d'apprendre, de jouer et en même temps apprendre. À faire développer sa tête, à faire travailler sa tête en calculant, en vraiment imaginant aussi, en jouant. Il ne faut pas donner des pistolets aux enfants. Il faut prendre des jeux éducatifs, des jeux qui amènent les enfants à réfléchir et ouvrir leur esprit sur la paix, sur l'amour, sur la réconciliation. Dr Osei, psychosociologue, est du même avis. Le jouet a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est le divertissement. Donc le jeu doit plaire même à l'enfant. Maintenant, il faut aussi que le jeu puisse apporter quelque chose du point de vue développemental à l'enfant. Pour le choix des cadeaux, si on veut déterminer des critères, le premier critère serait l'âge. En fonction de l'âge de l'enfant, il faut pouvoir choisir le cadeau qui puisse effectivement lui permettre de l'utiliser. Et aussi connaître la personnalité de votre enfant, connaître un peu ses centres d'intérêt et puis ce que vous voulez véritablement développer chez lui. Quand on constate qu'il y a une dimension, soit de la personnalité qui n'est pas suffisamment développée chez un enfant, on pourrait donc orienter le parent à choisir un jouet qui pourrait aider l'enfant à effectivement développer cet aspect de sa personnalité. La fête de Noël s'annonce donc magique pour les enfants. À la veille du grand jour, parents et enfants n'ont pas les mêmes priorités. Les premiers accordent un intérêt particulier sur les cadeaux à offrir. Les enfants, eux, font fi des critères de leurs parents. Ils veulent tout simplement leur cadeau, le cadeau qu'ils ont choisi. Voilà, effectivement, le cadeau qu'ils ont choisi, c'est ce que les enfants veulent et non ce que les parents veulent. Une vingtaine de personnalités de la sous-région issues de tous les secteurs d'activité ont reçu un prix de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Et cette cérémonie est à sa 2e édition. L'idée, faire la promotion des cadres et compétences africains. L'excellence et le mérite est donc au rendez-vous. Doigt des lasers. Ils sont récompensés pour leur contribution au développement économique de leur nation. Ces personnalités, au nombre de 20, se sont distinguées par la qualité de leur travail dans leurs domaines respectifs.
La bonne gestion des entreprises dont ils ont la charge leur a valu cette distinction initiée par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Parmi eux, certains ont décidé de lutter contre la pauvreté en créant des emplois. La sélection se fait bien sûr par des professionnels des médias, de toute obédience. Voilà, vous verrez au sein de l'Observatoire des journaux proches, soit du parti au pouvoir ou bien de l'opposition. C'est la vie de tout ce monde-là qu'on essaie de recueillir. Et puis on arrête un nom ou bien plusieurs noms et que nous célébrons bien sûr. Nous voulons présenter ces personnes comme des modèles pour que la jeune génération, ceux qui ne croient même pas en ces termes d'émergence bien sûr qui circulent dans nos États, pour leur dire, écoute, voilà des valeurs, voilà des gens sur qui on peut compter. Pour les récipiendaires, ce prix qui traduit la reconnaissance de leur mérite est aussi un appel à redoubler d'efforts pour le bien-être des populations. C'est ma carrière en fait. Voilà, parce que j'ai 13 ans, 12 à 13 ans de carrière professionnelle, j'ai 36 ans, mais en 12 années, je suis passé avec le BTS d'assistant comptable, assistant administratif financier, chef comptable sur un projet de la Banque mondiale, responsable financier sur le même projet de la Banque mondiale et depuis peu directeur financier de la Géroute. Donc c'est une ascension en 12 années vraiment qui est vraiment atypique. On organise des cérémonies de distinction, notamment les Koundé, les trophées de la musique au Burkina. On a l'habitude d'en donner, mais en recevoir, ce n'est pas forcément évident. Donc on est très honorés que pour une fois, nous avons réalisé un peu plus de 600 logements. Nous nous sommes donnés à notre niveau d'être assez sérieux dans le travail, d'être beaucoup impliqués, d'être très rigoureux dans le travail. Cette cérémonie de distinction de meilleurs acteurs ouest-africains de l'émergence est à sa 2e édition. Elle a pour objectif d'encourager les entrepreneurs et directeurs généraux de services publics et privés à une meilleure gestion des biens pour le développement durable. La filière café-cacao est débarrassée de 2 individus qui se faisaient passer pour des commerciaux d'entreprises exportatrices de cacao. Munis de faux documents, ils ont réussi à gruger plusieurs planteurs de San Pedro, ce qui leur permettait de détourner les produits des paysans. La police vient de les arrêter alors qu'ils venaient de détourner 49 tonnes de fèves de cacao. Sam Konan. Ces 2 individus passeront les fêtes de fin d'année derrière les barreaux. Eux qui ont passé tout leur temps à narquer des producteurs de café-cacao dans la région de San Pedro. Alors, comment ces individus opéraient-ils? Les mises en cause sont des individus qui, bien avant l'ouverture de la campagne du cacao, vont vers les coopératives agricoles. Et ces personnes se font passer pour des commerciaux de sociétés exportatrices de fèves de cacao. Et sur cette base-là, par des manières frauduleuses, arrivent à convaincre les planteurs de leur donner le cacao. Et c'est ainsi que, toujours sur la base de ces documents frauduleux-là, ils arrivent à décharger ce cacao-là dans les sociétés exportatrices de fèves de cacao. Et par la suite, une fois qu'ils arrivent à faire décharger ce cacao-là, ils reçoivent des chèques, et cela toujours sur la base de manœuvres frauduleuses. Après avoir détourné 49 tonnes de fèves de cacao, ces 2 individus s'apprêtaient à encaisser le reste des chèques quand ils ont été surpris par la police en pleine banque. Ils sont rendus dans une banque de la place pour encaisser ces chèques-là. Il faut dire que la veille de leur arrestation, ils avaient réussi déjà à encaisser un chèque d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. Et c'est le 2e jour, ils n'ont pas eu cette chance-là, que nous avons réussi à les interpeller. Pendant qu'ils s'apprêtaient à encaisser le 2e chèque qui était d'une valeur de 19 millions de francs CFA. Ces 2 individus seront rejoints en prison par ce présumé braqueur qui vient d'être pris par la brigade anticriminalité. Nous venons d'appréhender un individu appartenant à un gang de 5 personnes. Déjà le 28 octobre, ils ont dépouillé un commerçant sur l'axe Grand Béréville d'Obo. Ils l'ont dépouillé de la somme de 6 millions, plus des portables. Le 2 novembre, ils ont dépossédé 2 acheteurs de cacao sous la menace de leurs armes de la somme de 28 millions de francs CFA. D'après ce présumé braqueur, ce véhicule de type 4x4
a été acheté avec l'argent braqué. Il a été mis sous scellé par les éléments du préfet de police, Seydou Ouattara. Sachez que le 54e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenu aujourd'hui à Abuja, au Nigeria. Sur la table, la situation sécuritaire, les questions politiques, économiques, sociales, culturelles et institutionnelles. Les dirigeants ouest-africains ont examiné une série de rapports relatifs à la situation politique, aussi bien en Guinée-Bissau, au Togo que dans la région. Le président Ouattara était aussi à Abuja. Ils ont apprécié le rapport final de la 41e réunion ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité, celui de la 81e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, de même que le rapport annuel 2018 du président de la Commission. La position commune de la CEDEAO sur le retour des biens culturels en Afrique ainsi que le choix de la date et du lieu du 55e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ont aussi été évoqués. Des sculptures qui parlent pour raconter l'histoire d'objets disparus. C'est l'une des idées fortes de l'exposition sur la collection fantôme du Musée des civilisations d'Abidjan. Des sculptures parlantes pour une collection fantôme. Le récit de Dangui Dangui. Des sculptures racontent l'histoire d'objets disparus du Musée des civilisations d'Abidjan, pillés lors de la grave crise post-électorale de 2011. Lorsque le musée a subi ce pillage-là, c'est vrai que l'ensemble des conservateurs, des personnes qui travaillent au musée, on continuait toujours à raconter l'histoire de ces objets. Nous, lorsqu'on a réfléchi la collection fantôme, on s'est dit, arrivé un moment, ce serait intéressant de travailler aussi sur la notion du récit et de la narration. Chaque étudiant participant au projet devait créer une sculpture en y intégrant un petit haut-parleur diffusant un message ou des sons. Donc cette idée de produire des œuvres sonores, des œuvres parlantes, c'était l'idée de restituer aux objets leur dimension sémantique et leur dimension, leur contexte, de manière à ce qu'on considère qu'un objet d'art, ce soit une prise de parole et non pas un objet esthétique comme ça qui est juste dans un musée et que quand il a disparu, quand il est pillé, il ne reste plus rien. Moi, sincèrement, je suis fier d'appartenir à ce projet. Parce que tous ensemble, je pense qu'on va dire non à ce pillage-là. Voilà. C'est une manière pour moi de dire non, arrêtez ça. Le musée compte près de 15 000 objets, mais il a perdu 120 pièces majeures lors du pillage. C'était un récit de Parga Sorokone. L'heure est au bilan pour les fédérations sportives ivoiriennes. Elles ont eu une rencontre avec la tutelle pour évoquer les perspectives pour l'année 2019. Salif Ouattara. Réunis autour d'un dîner, les acteurs du sport ivoirien ont fait le point de la saison 2018 et se sont projetés sur la saison 2019. Le succès des sprinteuses ivoiriennes Muriel Aouré et Talou Marie-José, le record de la taekwondoïne Babirut au championnat d'Afrique, la qualification des éléphants footballeurs à la CAN 2019 et le règlement de plusieurs conflits par la voie du dialogue constituent un bilan positif aux yeux du ministre des Sports, Dan Paulin-Claude. Un bilan positif, mais des zones d'ombre également. Un chapelet de problèmes que le président de la conférence des présidents de fédérations sportives, Soumaro Mamadou, a tenu à énumérer. Ce dîner de fin d'année a également permis aux responsables du sport ivoirien d'être unanimes sur la nécessité de créer un tribunal arbitral des sports, version ivoirienne, afin de régler pacifiquement en interne les crises fédérales. Le leader du principal parti de l'opposition soudanaise, Sadek Al-Mahdi, condamne la répression armée des manifestations qui secouent plusieurs villes du Soudan après l'annonce d'une hausse des prix du pain. La décision du gouvernement cette semaine d'augmenter le prix du pain de 1 à 3 livres soudanaises, c'est-à-dire de 2 à 6 centimes d'euros, moins de 500 francs CFA, en tout cas, a entraîné des manifestations depuis mercredi. Au moins 8 protestataires sont morts, 6 à Al-Gadaref et 2 à Atbara, dans l'est du pays, lors de heures avec les forces anti-émeutes selon des responsables et des témoins. Et puis à Paris, Sœur Marie-Jo accueille des migrantes et leurs bébés. Elles arrivent à fragiliser à la permanence de Sœur Marie-Jo. Les migrants viennent reprendre des forces et une attention particulière est apportée aux femmes qui tentent d'oublier avec leurs bébés un parcours difficile et un quotidien précaire. Ils sont une petite centaine de migrants à venir se réchauffer chaque après-midi ici au sous-sol d'une église du 19e arrondissement à Paris. Depuis 3 ans, Sœur Marie-Jo assure la permanence de l'association Notre-Dame de Tanguer. Cette femme vient lui présenter son nouveau-né car ici, on porte une attention
toute particulière aux mères, souvent très jeunes, qui viennent d'arriver en France. Il y en a qui arrivent démolies totalement. Là, quand elle rentre là, elle veut, tu sens une personne qui porte quelque chose. Il s'agit d'une seule question pour qu'elle éclate de pleurer, 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 pleurer. Tu la laisses pleurer. À un moment, donc elle va dire pourquoi elle pleure. Mais d'autres qui ne parlent pas. Et c'est mauvais quand c'est comme ça. La plupart viennent du Soudan et de la Somalie et presque toutes sont passées par la Libye. De la Libye, elles sont enfermées, devenues esclaves sexuelles. Et c'est quand ils voient que le ventre pousse beaucoup, on lui dit sors. Elle a 1 mois et demi, 2 mois. Non, 1 mois et demi. 1 mois et demi, oui. Elle a bien pris du poids. Certaines de ces mères, pourtant prioritaires pour l'hébergement d'urgence, se retrouvent à dormir dehors. L'association cherche alors des chambres d'hôtel le temps de trouver une solution plus pérenne. Les bénévoles collectent lait en poudre, couches, vêtements et distribuent un repas chaque soir. Annick prépare les trousseaux pour les femmes qui doivent bientôt accoucher. Le grand problème actuel, c'est qu'on a beaucoup de naissances, donc des sacs à préparer, des valises à préparer pour les petites mamans qui vont mettre au monde, et on manque de tout petits vêtements en naissance. Ah ben, elles sont complètement démunies, elles n'ont rien, mais même pour elles, elles n'ont rien. Donc, ces jeunes femmes qui arrivent et qui vont accoucher, bien souvent, c'est le fruit d'un viol en Libye. Il ne faut pas se cacher la réalité. Ces mamans qui n'ont rien trouvent ici écoute et chaleur humaine assez pour retrouver le sourire. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.